Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine d'ouverture sur le monde des technologies. Je commencerai avec l'annonce du plus grand forum au monde de recrutement de chercheurs. Comment les ponts se créent-ils entre la recherche et l'entreprise? Quelle place occupent les deep tech dans les travaux des doctorants? Ce sera l'interview de Dounia Belghiti dans quelques instants. Ensuite, c'est nouveau et ça démarre aujourd'hui. Cécilia Sévry inaugurera notre rendez-vous quotidien avec l'actu de l'innovation. Et puis le cœur de cette émission sera consacré à une technologie de connexion sans fil, le Li-Fi. On l'appelle aussi le Wi-Fi par la lumière. Mes invités nous diront où nous en sommes des déploiements, des produits et des usages qui émergent sur le marché. Et enfin, en conclusion de cette édition, nous partirons à la recherche de nouvelles idées pour prévenir les risques de cataclysmes. Et pour cela, nous irons observer le génie de la nature. Mais d'abord, bonjour Dounia Belghiti. Vous nous Bonjour entendez bien? Delphine. Super, et vous? Très bien, parfaitement. Alors, vous êtes cofondatrice de PhD Talent, que l'on peut définir comme une marketplace de talents, de chercheurs. C'est absolument important puisque, en fait, c'est la clé pour pouvoir développer des projets innovants dans les entreprises, d'avoir les bons talents et les bons chercheurs. Est-ce que ces ponts se créent facilement entre l'entreprise et le monde de la recherche? Alors, exactement, en fait, PhD Talent, en fait, a été créé pour créer des ponts entre les chercheurs et le secteur privé, et c'est vraiment, en fait, une connexion business. Donc, nous, on a été créé il y a 4 ans par 4 chercheurs, et nous, notre idée, en fait, on est parti du constat qu'aujourd'hui, en France, en fait, il y a un réel intérêt de connecter les chercheurs avec le secteur privé. Le souci, c'est que la connexion ne se faisait pas de façon simple et rapide. C'est comme ça qu'on a créé PhD Talent. On est parti en fait de cette idée de créer une plateforme, une marketplace avec des chercheurs et que ces chercheurs puissent être accessibles rapidement et simplement à toute personne souhaitant accéder à leur expertise, que ce soit pour du recrutement, que ce soit pour une étude de faisabilité, une due deal technique ou encore, pourquoi pas, les inviter à devenir cofondateurs d'une start-up. Et alors, quels sont les profils des chercheurs que vous référencez? C'est quoi? Des jeunes doctorants qui fuient le milieu universitaire et veulent absolument trouver un poste dans le privé? Non, non, pas du tout. Nous, notre idée, justement, déjà, c'est d'avoir en fait tout type de profil. Alors, ça va des mathématiques, de la physique, data science, jusqu'à la sociologie. Et nous, notre idée, c'est vraiment en fait de faire une connexion entre les chercheurs qui souhaitent aller dans le privé ou qui souhaitent rester dans le secteur académique et accompagner le secteur privé depuis leur laboratoire. Et les types d'entreprises qui font appel à PhD Talent? Alors, on a des Plutôt grands des très groupes, très on grosses a des entreprises? startups et des PME, Ah bon? sachant que 75% bien sûr, de nos clients restent des startups, bien évidemment. On a beaucoup ce qui est à la mode de la data science, mais après, c'est assez large. On va avoir aussi des investisseurs et on va vraiment travailler sur tout type de sujet. On peut travailler sur des génies des procédés, on peut aussi travailler sur de la robotique, de l'intelligence artificielle, ou encore on peut faire intervenir des sociologues pour savoir comment investir. C'est très large et très original. Vous dites qu'il y a des startups, les startups, elles ont les moyens de s'offrir des chercheurs. Oui, 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 les startups, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est 75% de nos clients. Les startups, elles vont être beaucoup là, chez nous, en fait, ou pour faire de l'étude de faisabilité. C'est-à-dire, j'ai envie d'investir dans un projet R&D, mais avant d'investir, je vais faire en sorte de vérifier que ce projet R&D est faisable et qu'il va pouvoir aboutir. Donc ça, on va faire appel à des chercheurs et la startup, au contraire, elle va gagner de l'argent en passant par un chercheur avant de se lancer dans un grand projet de R&D, comme un grand groupe, en fait. Alors, les 19 et 20 novembre, vous allez organiser un grand forum, je disais mondial, pardon, le PhD Talent Career Fair. Quel est C'est le ça. programme? Ah, c'est un large programme. Donc en fait, le PhD Talent Career Fair, c'est un peu notre événement annuel où on va faire rencontrer en fait l'ensemble de notre écosystème. Donc dans ce Career Fair, qu'est-ce qu'on y retrouve? On va déjà retrouver bien évidemment nos entreprises clientes, les grands groupes, les startups et les PME. Elles vont être là pour recruter majoritairement. Ensuite, on va avoir aussi, ça c'est le pan recrutement. Sur cette partie-là, on va avoir 150 entreprises présentes. Très bien. Ensuite, on va avoir une deuxième partie qui va traiter en fait de l'entrepreneuriat. Cette année, on va avoir une coloration entrepreneuriat deep tech et green tech. Ici, on va bien évidemment retrouver différents acteurs, comme la BPI, Find Your Co-founder, on va trouver le cinquième élément, qui sont là pour en fait
présenter qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour les chercheurs, quelles sont leurs possibilités de poursuite de carrière dans l'entrepreneuriat ou encore aider leur start-up, enfin la start-up qu'elles incubent, pour trouver des talents de chercheurs pour qu'ils soient cofondateurs ou qu'ils soient recrutés dans ces start-up-là. Et pourquoi ce focus sur l'entrepreneuriat deep tech? Pourquoi ce focus sur l'entrepreneuriat deep tech? Donc, comme je vous l'ai dit au départ, en fait, PhD Talent, ça a été créé par des chercheurs. Et donc, on a l'intime conviction que les chercheurs ont toutes les qualités pour être entrepreneurs. Ça, c'est la première partie. Ensuite, il faut savoir que depuis 2 ans, en France, il y a le plan Deep Tech Nation et plus précisément le iPhD. Donc en fait, via la BPI, le gouvernement cherche en fait à encourager les jeunes chercheurs à faire de l'entrepreneuriat deep tech. Donc comme vous le savez, les jeunes chercheurs sont pointus, ils sont capables en fait de comprendre la technologie, mais ce à l'échelle internationale. Donc imaginez-vous si demain on prend donc ces talents-là, qui connaissent très bien la technologie de façon pointue, qui savent en fait vraiment avancer et comprendre en fait et aller en fait dans l'incertitude totale et mener ces projets-là. Si on prend ces talents-là et qu'on les intègre à ce plan deep tech français, vous vous rendez compte en fait le niveau de start-up deep tech qu'on pourra avoir en France. Donc nous, notre but à travers cette édition, et même l'année dernière, on avait un petit peu commencé, c'est vraiment d'initier et d'allumer en fait la flamme dans les chercheurs, de leur dire en fait, vous avez les capacités de créer des startups, vous avez les compétences, que vous soyez en fait ce qu'on appelle dans les sciences dures ou les lettres, sciences humaines et sociales, vous avez la capacité d'accompagner la France à être la Startup Nation. En fait, d'où en fait vraiment cet accent sur la deep tech et aussi un accent sur l'écologie parce que c'est important d'être deep tech et si on peut être aussi clean tech, c'est tout aussi bien. Et il y a plus d'offres ou de demandes d'emploi dans la recherche? Dans la recherche, vous entendez la recherche académique, on est bien d'accord, dans le secteur public. Oui. Alors aujourd'hui, on forme 14 000 chercheurs en France par an. Et il faut se dire à peu près qu'un tiers de ces chercheurs continueront à terme leur carrière dans le secteur public, donc plutôt plus précisément dans la recherche, et tout le reste se redirigera ou dans de la recherche privée, ou créera des entreprises, ou encore travailleront dans des entreprises hors recherche. Et là, on va plutôt utiliser leurs soft skills, c'est-à-dire leur capacité à réfléchir en dehors du cadre, leur capacité à mener des projets, leur capacité à faire une veille technologique, à comprendre en fait leur environnement dans un contexte international. Et en fait, on va venir prendre ces talents-là et les intégrer à des équipes non R&D pour en fait créer de la diversité de profils dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on va trouver par exemple. Ma question, c'était de savoir s'il y avait une tension sur ce marché, hein. Si finalement les chercheurs devaient apprendre aussi à se vendre, travailler leur CV, ou au contraire, Oui. si on leur déroulait le tapis rouge assez facilement. J'ai un peu répondu à votre question de façon détournée. Effectivement, il y a une tension. Sachant qu'un tiers de ces docteurs pourront rester dans la recherche, donc les 2 autres tiers vont devoir se débrouiller et enfin, pas se débrouiller, mais s'ouvrir à autre chose. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer les aider justement? Alors, je sais ça que vous allez le faire, il va y avoir des ateliers pour qu'ils puissent travailler leur CV, savoir se présenter, tout ça. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait des chercheurs qui travaillent en indépendant? Oui, bien évidemment, bien évidemment. Alors il y a des chercheurs qui travaillent en indépendant, d'ailleurs on en a sur notre plateforme et c'est souvent comme ça qu'ils vont venir travailler avec des entreprises. En fait, ça c'est une autre partie de ce que fait PhD Talent et c'est la plus grande partie de notre travail. C'est qu'on a des chercheurs qui vont être à leur compte et venir en appui de façon ponctuelle à des entreprises dans le secteur privé ou même des organismes de recherche. Merci beaucoup, Dounia Belghiti. Vous êtes présidente et cofondatrice de PhD Talent. Et je rappelle que vous faites un travail important puisque vous aidez les entreprises à trouver les bons talents et les talents à trouver les bonnes entreprises pour faire avancer les projets. C'est l'heure de notre nouveau rendez-vous où là aussi on va parler d'innovation. Bonjour Cécilia Sévry. Bonjour Delphine. Alors, on inaugure votre journal de l'innovation. Pour démarrer, il y a une photo.
Oui, c'est la photo de la montre de Novak Djokovic. Vous le savez, hier, c'était la finale de Roland-Garros et il a battu. C'est la montre de Rafael Nadal que je vous C'est ce montre que sur j'allais dire, l'image. mais c'est Nadal qui a battu Et Djokovic. c'est Nadal qui a battu Djokovic exactement. Je vous parle de cette montre, pourquoi? Parce que cette montre, c'est un vrai bijou de technologie. Elle ne pèse que 30 grammes, bracelet inclus, c'est le poids de 3 morceaux de sucre. Et surtout, elle est composée de titane, un alliage qui peut compenser jusqu'à 12 kilos de choc, un vrai atout pour les sportifs de haut niveau comme Raphaël Nadal. Et puis elle a été conçue par la maison suisse Richard Mille, une maison de luxe qui travaille avec le tennisman depuis 10 ans. Le prix de ce bijou de technologie est estimé aux alentours de 900 000 euros, Delphine. On poursuit avec la météorologie qui passe au quantique. Oui, Atos, le fabricant de supercalculateurs, s'est associé au Centre européen pour les prévisions météorologiques à court terme. Ensemble, ils viennent d'annoncer la naissance d'un pôle d'excellence, le COE. Et la recherche serait en fait supportée par l'un des plus puissants supercalculateurs au monde, XH2000 d'Atos. Elle serait aussi supportée par le simulateur d'informatique quantique le plus avancé disponible sur le marché. Il s'agit de la Quantum Learning Machine. Et puis, ce pôle permettra d'anticiper précisément des événements extrêmes et de s'y préparer. Plus tôt, c'est un nouveau terrain d'exploration pour la recherche quantique. On a le plus grand robot du monde qui est très beau. Il vient de faire ses premiers pas. Oui, exactement. Ce plus grand robot, il a fait ses premiers pas au Japon. Notre robot s'appelle Gundman. C'est le nom d'un personnage dans une célèbre série d'animation au Japon. Et presque 6 ans de gestation plus tard, date du début de sa construction, Gundman a fait ses premiers pas sur le port de la ville de Yokohama. Et là, on voit toutes ces articulations bouger. Oui, exactement. En fait, c'est un exploit, autant de mouvements, parce que c'est une construction qui mesure quand même 18 mètres de haut et qui pèse 25 tonnes. En fait, le projet a été lancé pour le 40e anniversaire de la série culte au Japon. Il a été fabriqué par la ville de Yokohama et l'entreprise Evolving J, affiliée à l'éditeur de jeux vidéo Bandai Namco Entertainment. Et c'est en fait surtout un très beau coup de com' parce que cet éditeur va ouvrir un parc d'attractions entier sur le thème de la série évoquée, baptisé Gundam Factory Yokohama. Vivement qu'on puisse retourner dans les parcs d'attractions. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. On enchaîne avec notre débat sur le Li-Fi ou le Wi-Fi par la lumière. Où en sommes-nous du Wi-Fi par la lumière? Mes invités sont des spécialistes de cette nouvelle technologie appelée le Li-Fi. Simon Laurent, PDG de Havre, qui s'est créé sur une idée innovante, fabriquer une serrure connectée reposant justement sur le Li-Fi. François Darcy, représentant de Signify, leader mondial des produits, systèmes et services d'éclairage LED connectés. Et puis nous allons avoir avec nous en visio Luc Marais, ingénieur-chercheur au CEA Leti, laboratoire d'électronique et technologie de l'information, l'un des principaux centres de recherche spécialisés dans les micro- et nanotechnologies. Bonjour Luc Marais. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors pouvez-vous déjà nous expliquer, nous donner une explication simple, mais quand même un peu technique de ce qu'est le Li-Fi? Alors, le Li-Fi, c'est une technologie, on va dire, assez simple à expliquer. On pourrait tout simplement avoir une analogie avec le Wi-Fi en termes de portée et d'usage. Et on va tout simplement, on va dire quelque part, remplacer l'antenne qu'il y a dans les modems, dans les box et dans les téléphones par l'éclairage ambiant basé sur des LED. Donc, on est capable, à l'aide d'algorithmes, de moduler ces LED à très haute fréquence et de faire passer de l'information dans les zones qui sont donc éclairées par un point d'accès lumineux. Et ça veut dire qu'on a besoin Voilà. d'un équipement spécifique, il faut changer sa box par exemple? Voilà, on pourrait très bien imaginer des points d'accès qui soient directement reliés à la box par une liaison filaire. Et donc, il n'y aurait pas forcément besoin d'un changement d'équipement sur des box actuelles. Mais il faudrait avoir des Voilà. lampes autour de son ordinateur pour que ça fonctionne, si ça marche par Voilà, exactement. l'éclairage. Exactement, c'est, les premiers produits qui sont en train de sortir là proposent déjà, ce genre de lampe. Donc ils utilisent soit le spectre visible, soit, un spectre infrarouge, donc pour avoir une communication,
en permanence, même quand la lumière est éteinte. Mais le but, c'est voilà, d'équiper les maisons, les bâtiments avec des points d'accès spécifiques et qui viennent donc moduler cette lumière. Alors, les chercheurs du LiFi ont battu un record mondial récemment. Ils ont réalisé un démonstrateur LiFi capable d'atteindre un débit de transmission de... Ah bah, j'ai pas noté de combien, mais qui est 7 fois plus rapide que la 5G. Alors, quel était l'objectif de cette démonstration? Alors l'objectif pour nous, au LETI là, ici donc à Grenoble, c'est de toujours essayer de pousser cette technologie LiFi, dans ses retranchements et notamment en termes de débit. Donc les solutions actuelles sont encore un peu limitées en bande passante et en débit à quelques centaines de mégabits et on cherche à voir quels sont, les goulots d'étranglement dans cette technologie et un des premiers goulots d'étranglement c'est tout simplement la LED en elle-même, l'éclairage. Donc les LED actuellement du commerce sont un peu limités en bande passante. Et ici, au Leti, on travaille sur des micro-LED, donc des LED de très très petite taille, qui sont potentiellement modulables encore à plus haute fréquence. Et donc on a pu mettre en œuvre une des plus petites LED, micro-LED au monde, ici, et atteindre un débit de l'ordre de 8 gigabits par seconde. Donc la prochaine étape, c'est de passer à des prototypes utilisant des milliers de ces sources-là, parce que qui dit micro-LED dit micro-éclairage, et il faut qu'on maintenant on arrive à faire un éclairage complet avec ce genre d'émetteur. D'accord, on comprend mieux le rapport en fait avec votre laboratoire qui travaille sur les micro et nanotechnologies. Aujourd'hui, c'est cette miniaturisation donc, qui permettrait de gagner en débit avec cette technologie. Exactement. Donc plus les sources sont petites, plus elles sont modulables à haute fréquence. Après, ça donne aussi accès à d'autres avantages en termes d'intégration, effectivement. On cherche à avoir tout le système dans une seule puce, donc du modem jusqu'à la lumière. Ouais. Alors Luc Marais, vous restez avec nous, on va faire un tour de table. Simon Laurent de Havre. Alors votre serrure connectée, baptisée Bright Lock, elle s'ouvre avec un flash en fait de smartphone. Tout C'est à fait. ça. Comment vous est venue l'idée, enfin pourquoi avoir choisi de travailler sur le LiFi dès le départ? Pour la partie Alors que toutes sécurisation, les autres serrures connectées fonctionnent différemment avec du Bluetooth. oui, avec des ondes radio, on a décidé d'utiliser donc le LiFi, qui est sur la partie visible. Donc ça va être une sorte de code Morse à l'œil. Et on utilise pour sécuriser la communication entre l'émetteur, le téléphone, et le récepteur, la serrure. C'est très local, donc ça réduit les risques de piratage, tout simplement. Mais comment vous est venue l'idée au départ? En regardant un TED Talk sur YouTube où un chercheur démontrait la technologie du LiFi. Et là, on doit être en décembre 2015. D'accord. Et là, vous vous dites, c'est exactement ça qu'il faut faire pour les serrures. Et je me suis dit que c'est un truc sur lequel j'aimerais bien travailler. Une opportunité s'est présentée dans ma vie, puisque j'étais étudiant en informatique, de faire un projet. Et on a commencé avec un petit coffret à macarons qu'il fallait déverrouiller avec un code Morse pour tout simplement pour sécuriser le dispositif. Et puis après, de fil en aiguille, on a rencontré des gens, des entrepreneurs qui se sont dit mais c'est super ce truc-là, est-ce que vous ne pourriez pas l'appliquer à des marchés, par exemple comme Airbnb, même si aujourd'hui ce n'est pas le marché sur lequel on se prédestine, mais on s'est dit ah bah oui, donc du coup la serrurerie. Et après, de fil en aiguille, le chemin s'est fait petit à petit. Donc c'est vraiment un process itératif dans lequel on est. Et donc aujourd'hui, on se destine à un marché plus professionnel pour du contrôle d'accès et sécurisé localement avec du LiFi. Alors là, on l'a entendu avec Luc Marais, on est quand même au tout début, au balbutiement de la technologie. Quand vous lancez une entreprise sur une techno qui n'est pas encore finalisée, c'est sacrément courageux. C'est Ça vous a peut-être pas inquiété, inconscient. ça? Je ne sais pas. Je dirais qu'à 20 ans, c'est l'inconscience, l'insouciance. C'est aussi un super projet humain en fait aujourd'hui. On rencontre des gens, on porte finalement aussi une mission qui est d'une nouvelle techno, qui est complémentaire de ce qui est en train d'arriver dans tous les débats actuels, 5G, 0G, etc. Et on est aux prémices, et c'est quand même aussi sympa d'être au début d'une aventure. François Darcy, Signify travaille depuis combien de temps sur la technologie LiFi? Depuis combien de temps? Ça fait... Alors, si on prend toutes les technologies de communication optique, ça fait plusieurs années je ne sais pas exactement répondre à votre question, probablement 2012-2013, je veux dire les premières expérimentations. Il y a eu Donc très longtemps. Oui, c'est assez ancien. Et puis après, il y a eu des rachats successifs d'entités extérieures qui sont venus compléter notre portefeuille de brevets sur le sujet. Mais les premières applications des communications optiques ont été plutôt liées à la géolocalisation indoor, c'est-à-dire utiliser l'infrastructure d'éclairage pour se guider dans les espaces. Et puis, depuis 2-3 ans, on a des solutions qui permettent vraiment d'envoyer de la donnée et d'échanger de la donnée, et donc de se connecter à un réseau et à Internet par la lumière.
Et alors de la même façon, ma question c'est, quand vous avez vu arriver cette nouvelle technologie, le LiFi, vous avez pensé à quoi? À quelle opportunité de développement de marché? Alors, en fait, il y a deux processus parallèles. Il y a un processus de développement technologique où on imagine plein de cas d'usage, mais ça part un petit peu dans tous les sens. Et il y a un processus de remontée des besoins marché. En fait, c'est nos clients là, qui viennent nous expliquer leurs problématiques et nous expliquer que, en réalité, dans des grands espaces de coworking, avoir une connexion stable, robuste, qui ne s'interrompt pas, sur lesquels on a une garantie de bande passante, c'est un vrai besoin. Que dans des bâtiments avec plusieurs occupants, quand tout le monde met son Wi-Fi, du coup, les Wi-Fi se polluent les uns les autres. C'est un vrai besoin. Donc, c'est la convergence de ces cas d'usage. Et là, avec le LiFi, on ne verra plus les listes de LiFi disponibles chez les voisins? Exact. Oui, c'est exactement ça. Le LiFi, en fait, il a un luminaire, il éclaire à un endroit et que à cet endroit-là. Et donc, on a cette connexion à un endroit qui s'établit et elle ne va pas pouvoir être polluée par celle qui se passe 10 mètres plus loin avec un autre luminaire. Et donc, on a cette localisation qui est vraie pour les serrures, elle est vraie aussi pour la connexion Internet. C'est un des vrais cas d'usage spécifiques au LiFi qui fait qu'il y a des niches applicatives très intéressantes qui sont aujourd'hui matures. Alors, on pourra augmenter les débits, augmenter les bandes passantes, mais d'ores et déjà, on a déjà des niches intéressantes. Et les cas d'usage, vous dites, ça part un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une serrure, un peu plus sécurisée peut-être que par le Bluetooth. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme usage? Alors, les cas d'usage qui résonnent sur le marché, ce qui part dans tous les sens, c'est les idées côté R&D. Ce qui résonne sur le marché aujourd'hui, il y a quelques grands secteurs, mais dans le tertiaire, le tertiaire de bureaux, les échanges de données, ce qui marche bien aujourd'hui, ce qui résonne beaucoup, c'est cette garantie de bande passante, c'est ce haut débit et la sécurité de la communication, parce que pareil, quand je suis connecté ici en dessous de ce luminaire, mon voisin 10 mètres plus loin a une autre connexion et les deux communications ne peuvent pas s'interférer. Et donc il y a aussi une confidentialité de la donnée qui est intéressante. Donc dans le tertiaire, c'est très important. Dans l'hôtellerie aussi, ces problématiques de congestion des bandes passantes, c'est très prégnant. Dans le public, la défense aussi, là c'est plus orienté sécurité. Et un dernier cas d'usage intéressant, c'est dans tous les transports, dans les moyens de transport, pour connecter les personnes dans le transport ou connecter les moyens de transport, les avions, les bus, les trains vers l'extérieur. Et pourquoi ce serait plus simple de créer ces nouvelles connexions? Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est pas tellement d'installer des antennes dans le métro. On voit que c'est l'infrastructure du métro, les trains et tout ça, c'est très compliqué d'accès aujourd'hui. Là, de la même façon, il faudra aller poser des luminaires. Le bon exemple, c'est ce qui a été fait avec la TECOR, justement, où on a pris un avion. Et plutôt que de devoir redéployer des choses dans l'avion pour des réseaux, pour amener de la connectivité, on a simplement utilisé l'infrastructure existante du plafonnier et on a juste relié les LED du plafonnier pour ensuite permettre de recevoir Internet. Donc on utiliserait les luminaires déjà en place dans le métro ou dans les trains pour faire passer en fait, l'information. Le plus gros réseau... Là, pour le coup, les lumières se mélangent. Tout le monde a accès au... Alors, en fait, il se passe deux choses dans le monde de l'éclairage. En dehors de transport, simplement, on est en plein milieu d'une rupture technologique dans l'éclairage. On est en train de changer tous les éclairages qui sont autour de nous d'un éclairage dit conventionnel avec des tubes fluorescents, des lampes à incandescence, par des éclairages à LED. Donc on est en plein milieu de ce basculement technologique, de cette rupture technologique, et quoi qu'il arrive, on va changer ces éclairages-là. Donc c'est aussi l'opportunité de mettre des éclairages avec différentes fonctions en plus. On passe d'un monde où on a un business model qui était basé sur le consommable, on vendait des luminaires avec des ampoules qu'on jetait régulièrement, un modèle où un bon produit LED, il est bien conçu, fabriqué par un fabricant sérieux, il est censé durer longtemps, très longtemps. Dans un bâtiment de bureau, ça peut durer 20-25 ans. Et donc, cette nouvelle infrastructure, c'est le moment idéal de placer le LiFi. Simon Laurent, et en termes de prix, qu'est-ce que ça donne? Puisqu'on est sur des technologies qui ne sont pas encore totalement matures, est-ce que du coup ça coûte plus cher pour l'utilisateur? Pas du tout. Nous, tout simplement, la serrure est vendue finalement au prix d'usine. En fait, on ne marge pas. On travaille sur des nouveaux modèles économiques de service, en fait. Et donc, du coup, en termes de prix, on va être compétitif. C'est juste un état d'esprit à changer en se disant qu'aujourd'hui, on n'achète plus une serrure pour l'ouvrir ou la fermer. On accepte aussi tous les services qui vont être connexes. Donc, la capacité à digitaliser sa vie, des moments de vie, des accès, etc.
Par exemple, c'est quoi digitaliser sa vie? Typiquement, demain, vous avez un membre de la famille qui est alité, il doit y avoir une aide médicalisée qui intervient chez vous. Lui, il ne peut pas se lever, il est alité. Et en fait, tout simplement, la personne aura son smartphone pour rentrer chez le patient. Et c'est typiquement un cas d'usage. À un moment de la vie, on a besoin d'avoir du digital. Travailler sur les accès, c'est ça? Exactement. Les droits d'accès. En termes de prix, vous dites la même chose sur le LiFi? Parce que bon, là, on entend, nous, on marge pas dessus, on va travailler plutôt sur les services. Mais aujourd'hui, ça reste une technologie quand même plus chère que le Wi-Fi. Plus cher en fait, il faut toujours comparer c'est gratuit, à performance équivalente. Le LiFi, ce qui est gratuit dans le Wi-Fi, c'est éventuellement le droit d'accès au réseau. Mais il y a bien quelqu'un qui a acheté une borne, il y a bien quelqu'un qui a acheté un terminal, votre smartphone. Et tout est une question de modèle d'affaires. Et le LiFi, c'est exactement pareil. C'est, comme le disait la personne du CEA-Leti, au lieu d'avoir une antenne qui émet des ondes radio, on va avoir un luminaire qui émet de la lumière ou de l'infrarouge. La question, c'est le modèle d'affaires. Et moi, j'aime bien cette approche sur le service. En passant vers le service, on change un petit peu la perspective. Au lieu d'être dans une transaction, où vous allez m'acheter un produit et me dire il est toujours trop cher, parce que quand vous me l'achetez, vous aimeriez qu'il soit moins cher. En allant vers le service, en fait, on se projette dans la durée d'exploitation du produit. Et ce qu'on veut, c'est le coût d'usage le moins cher dans la durée. Mais ça permet en fait de surinvestir dans le produit, de mettre de la technologie, de mettre de la valeur ajoutée et de l'amortir sur l'usage. Mais là, c'est déjà le cas. Enfin, quand j'achète une box Wi-Fi, j'amortis mon cas d'usage à 100% et ça ne m'a pas coûté grand-chose. En fait, vous louez votre box Wi-Fi. Vous la louez, ouais. Aujourd'hui, vous ne l'achetez pas, vous la louez. Et c'est exactement ce qu'il était en train de dire. C'est que le fait de passer sur un contrat de service, aujourd'hui, on n'est plus sur des enjeux de surproduction et on peut vraiment faire des produits qui vont avoir des durées de vie. C'est même l'enjeu des fabricants, c'est de fabriquer un produit qui va durer 10, 15 ans, 20 ans. Et donc, du coup, même d'un point de vue écologique, éthique, ça résonne en fait aujourd'hui. On va redonner la parole à Luc Marais. Moi, je voulais savoir à quelle génération on était cette technologie du LiFi. On est à la première génération, la deuxième? Alors, on va dire qu'il y a eu des premiers, on va dire, démonstrateurs pas encore produits au début des années 2000 jusqu'à quasiment 2010. Et là, on essaye quelque part de faire une deuxième génération qui va dépasser donc le gigabit et pour pouvoir servir un peu plus en débit toujours un nombre croissant d'utilisateurs. Donc voilà, il y a toujours une évolution en cours sur cette technologie. C'est vrai qu'on cherche toujours le cas d'usage qui va faire décoller vraiment le marché. Donc, comme on en parlait auparavant, il y a ces aspects donc confidentialité, localisation de l'information qui est vraiment très intéressant. Mais il y a d'autres voies aussi intéressantes à regarder. On peut typiquement aussi intégrer le LiFi à la 5G en utilisant uniquement la voie descendante sur l'optique et réutiliser la voie remontante en radiofréquence, toujours dans une optique d'aider un peu, de voir le LiFi comme une technologie complémentaire à la 5G. Et donc essayer de décharger un petit peu les bandes de fréquences qui vont venir être saturées. Parce qu'en upload, les débits ne sont pas très élevés pour l'instant avec le LiFi? Alors le problème en upload, c'est que sur les smartphones actuels, il n'y a pas encore les composants qui permettent vraiment de faire du haut débit en optique visible ou infrarouge. Donc c'est vrai que les cas d'usage souvent font état de très très haut débit, mais sur le lien descendant, donc en utilisant la voie du luminaire vers le smartphone. Donc on recherche encore toujours à améliorer ce point-là qui est un peu le point faible du LiFi sur des appareils mobiles, on va dire. Mais ça peut être quelque chose qui peut être, on va dire, compensé par une intégration avec des systèmes existants en radiofréquence qui utiliseraient la voie retour où la plupart du temps les débits sont quand même un peu moins élevés en termes de demande. Une réaction de François Darcy? Ouais. En fait, tout dépend de la façon dont on veut mettre en œuvre cette technologie. Aujourd'hui, le marché du LiFi, c'est un marché qui reste extrêmement lié à quelques niches professionnelles, dans lequel en fait les usages des terminaux grand public peuvent se faire, mais avec l'usage d'une clé LiFi. Vous vous rappelez à l'émergence du Wi-Fi, au début on avait des petites clés USB Wi-Fi qui nous permettaient de nous connecter. Aujourd'hui avec le LiFi c'est la même chose. Donc on a un émetteur-récepteur à côté de connecté à son ordinateur qui nous permet de nous connecter à une infrastructure LiFi qui est au plafond.
cette clé-là, cette clé USB, en fait, elle a un avantage, enfin, elle a une propriété, c'est que c'est une clé physique. Et donc, c'est aussi, en termes de sécurité et de cybersécurité, c'est aussi une façon de restreindre l'accès au réseau. On ne peut accéder au réseau que si on a une clé, voire cette clé-là. Et donc, on peut, en fait, tout l'art de l'émergence de cette technologie, ça va être de trouver les bons cas d'usage et de savoir s'affranchir du fait qu'aujourd'hui, le Li-Fi, c'est pas une technologie grand public qui est sur tous les smartphones. Mais par contre, pour des cas d'usage de défense, de confidentialité, avoir une clé spécifique qu'on donne à un utilisateur spécifique, c'est un avantage. Simon, Laurent, est-ce qu'on peut dire quand même combien ça coûte? Je tourne autour de la question du prix, mais combien ça coûte si je dois acheter une lampe Li-Fi, par exemple, pour chez moi, au-dessus de mon bureau, et pouvoir me connecter de cette façon? Aujourd'hui, le coût d'installation, ça sera le prix d'une LED. Après, c'est la qualité du réseau que vous allez poser pour moduler la LED qui fera le Mais prix cette de votre LED, elle contrat de va service. être équipée d'une technologie spécifique. Aujourd'hui, Je en ne vais fait, pas l'acheter au supermarché, ma LED. LED, ça veut dire qu'il y a déjà un circuit électronique en fait au niveau de l'éclairage. Et en fait, on va jouer sur ce circuit électronique pour faire scintiller la LED. Vous avez peut-être chez vous une lampe avec un variateur. Et donc là, il faut que j'achète la petite clé Oui. pour Et- créer cette interaction. C'est ça, exactement. Il n'y a aucune intervention à avoir sur la lampe. Si. Ah. En réalité, il faut connecter cette lampe au Donc, il réseau. faudrait une Il faut un installation modem. spécifique. Oui. Aujourd'hui, en fait, il Faut un faut modem. vraiment des installations spécifiques. Et cette installation spécifique, elle a un coût et elle est de l'ordre de quelques centaines d'euros par Poste de travail. par poste de travail. Oui, c'est l'ordre de grandeur, c'est ça. Après, vraiment, Et il faut avoir ça un va dépendre de- installateur expert en Li-Fi. On ne peut pas le faire soi-même aujourd'hui. Oui, alors c'est pas de la technologie, en tout cas dans le tertiaire, si on prend ces cas d'usage-là, c'est pas de la technologie très complexe à mettre en œuvre. N'importe quel électricien, sous réserve qu'il sache lire la notice, est à peu près capable de le faire. Il faut avoir quelques compétences réseau pour paramétrer les points d'accès, mais c'est pas, on n'est pas dans, c'est pas la NASA et envoyer une fusée sur la Lune, quoi. Oui, c'est pas des Et en plugins. termes de qualité de connexion, J'aimais bien l'analogie qui était faite sur d'un point de vue qualitatif. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, les antennes radio, elles saturent. Typiquement, vous êtes dans un festival de musique, vous pouvez essayer d'envoyer un message, ça ne va pas passer, parce que tout le monde est dessus. Et en en fait, revanche, le Wi-Fi, c'est plutôt assez Ben, efficace. Aujourd'hui, c'est plutôt par la compasse quand ça ne marche pas avec le mobile. mais le Wi-Fi va avoir le même problème, c'est quand vous allez avoir beaucoup de personnes. Il faut imaginer que vous êtes sur une 4 voies, et en fait, le Li-Fi va permettre de passer de la 4 voies à la 8 voies. Donc là où la 4G, 5G, c'est finalement augmenter l'intensité, donc finalement le flux de nombre de voitures que vous passez, là on va carrément élargir le nombre de voies. Donc forcément vous allez passer beaucoup plus. Mais là, vous comparez d'informations. avec le réseau mobile, si on compare avec le Wi-Fi. C'est la même chose. C'est les mêmes enjeux. En fait, mobile ou Wi-Fi, ça va être c'est des technologies radiofréquences. Et donc du coup, en fait, on va avoir un engorgement qui va être fait. Et le Li-Fi, en fait, va permettre de désengorger. C'est comme si vous passiez vraiment d'une 4 voies à une 8 voies. À des voies privées, en fait, c'est ça. Je vais Exact. surfer Et sur locales. une voie privée. Privée, locale. Et locale. Donc, en revanche, on ne résout pas le problème de la mobilité. Alors, en fait, du coup, il faut s'appuyer sur l'universalité. François Excusez-moi. Il faut s'appuyer sur l'universalité de l'infrastructure d'éclairage. Il n'y a pas un lieu de vie sans éclairage, sinon c'est un lieu qui est mort à 16 heures, l'hiver. Vous savez que la tendance est plutôt à éteindre les éclairages le Complètement. soir. Mais Oui. c'est pour ça que le Li-Fi, en fait, est plutôt en train de s'affranchir du spectre visible de la lumière et d'utiliser le spectre infrarouge pour justement pouvoir éteindre l'éclairage quand il n'y a personne. Mais d'ailleurs, les bornes Wi-Fi ou les bornes Li-Fi, tous les équipements réseau ont aussi tendance à s'éteindre lorsqu'il n'y a personne. Donc, les réseaux doivent aussi gagner en intelligence pour ne s'allumer que lorsqu'il y a besoin et sinon avoir des consommations de veille qui soient... Luc Marais, une dernière question sur les freins technologiques. Vous disiez que le goulot d'étranglement aujourd'hui, c'était les LED et le débit qu'elles permettaient de faire passer. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui pour faire progresser le Li-Fi ? Alors, il y a effectivement le premier point qui est la source lumineuse dans les mêmes. Après, il y a depuis très longtemps donc, cet aspect récepteur donc, sur les terminaux mobiles qui fait encore défaut. Donc, pour l'instant, comme le disait votre interlocuteur, il y a, tout comme dans les débuts du Wi-Fi, il y a pour l'instant une clé USB qui est équipée donc, des bons composants et qui permettent de faire... d'atteindre en fait les débits qu'on annonce sur le Li-Fi. Donc on va dire le prochain step, c'est d'essayer d'intégrer ces composants dans les terminaux mobiles.
Et ensuite, il y a tout l'aspect, on va dire, réseau. Alors certes, on aime bien voir l'aspect confidentialité, localisation de l'information avec le LiFi, mais si on veut avoir une couverture de réseau dans des grands espaces, tout comme le permet le Wi-Fi, il faut que donc les cellules se recouvrent, hein, les cellules de couverture. Et donc là, on travaille à un nouveau point de blocage quelque part, qui est la gestion de ces interférences lumineuses, tout comme on a une gestion d'interférences entre cellules Wi-Fi. Et on aura sans doute aussi des problématiques de cybersécurité, parce que vous dites aujourd'hui que c'est très protégé, parce que pour l'instant, c'est quand même à l'abri d'un usage massif. Comment accueille le secteur des télécoms cette technologie du LiFi en France? Je vais laisser la parole sur ce sujet-là. D'accord, Alors, François Darcy. plutôt bien. C'est les grands acteurs du télécom, les grands opérateurs téléphoniques, pas que en France d'ailleurs, partout dans le monde. En fait, ils sont confrontés ils ont en face d'eux un spectre électromagnétique, un spectre radio, dans lequel il y a certaines gammes de fréquences qui sont gratuites, comme le Wi-Fi, mais qui sont assez vite congestionnées, parce que tout le monde peut émettre du Wi-Fi, donc tout le monde peut mettre une borne Wi-Fi, et donc les réseaux rentrent en compétition. Et puis, il y a des gammes de fréquences qui, elles, sont allouées, comme les fameuses bandes 5G, mais elles sont payantes. Et chères, et très chères. Et enfin, pas si chères que ça finalement, mais quand même. Et en fait, leur question à eux, c'est quelle est la gamme de fréquences qui va me permettre de passer de 4 voix à 8 voix ou 18 voix localement à un endroit où j'en aurais vraiment besoin. Et la lumière, en fait, c'est un spectre électromagnétique qui est absolument gratuit. Allumer une lumière, aujourd'hui, il n'y a pas encore de barrière, à l'achat, et c'est quelque chose qui est libre de droit. Et donc, on vient rajouter un spectre qui permet théoriquement de passer à peu près 1000 fois plus de données que ces spectres radio. La lumière, c'est vraiment des bandes passantes, c'est ce qu'on met dans les fibres optiques, en fait. En réalité, c'est des technologies bien connues. Et on le fait dans un spectre qui est absolument libre de droit. Donc pour les opérateurs téléphoniques, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt intéressant. Simon Laurent, juste pour terminer, il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres sur le LiFi. Est-ce que vous avez un modèle à suivre? Je pense qu'en France, on n'a pas à rougir. On est dans les pionniers de ce marché-là. Et je conclurai justement, j'aimais bien l'analogie de la fibre optique qui est un proche cousin. Si vous prenez maintenant le Face ID des iPhones, c'est une sorte de dérivé optique, une nouvelle façon d'interagir. Donc j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des cousins et on voit que le monde de l'optique est en train d'accélérer dessus. Il y a des normes à l'international aujourd'hui, il y a un consortium sur le LiFi. Consolide. C'est un des enjeux du marché, c'est de standardiser le LiFi. Donc une communication, elle se découpe en plusieurs couches. Il y a les couches physiques, c'est le câble, la lumière en l'occurrence. Donc les premières couches du modèle OSI, il y a 8 couches, elles ont été standardisées avec la International Telecommunication Union. Il y a un standard qui s'appelle J.VLC. Ouais, bon, désolé. Et maintenant, tout l'enjeu, ça va être de standardiser les couches supérieures, les couches applicatives, comme le Wi-Fi. Comme le Wi-Fi l'est actuellement, pour que les télécommunications LiFi de n'importe quel fabricant soient interopérables avec celles des autres. Merci beaucoup François Darcy, représentant de Signify, Simon Laurent, PDG de Havre, et Luc Marais qui était avec nous en visio, ingénieur-chercheur au CEA Leti. Juste après la pause, nous partons en quête de nouvelles inspirations dans la nature. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et Sidney Rostand, PDG de Bioxégie, m'a rejoint. Il va nous donner de nouveaux exemples de l'apport du biomimétisme dans la recherche et le développement de nouvelles technologies. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur ces stratégies de survie observées dans la nature pour nous aider à mieux prévenir les risques liés aux catastrophes naturelles. On parle là vraiment de sauver des vies. C'est ça, aujourd'hui c'est la journée internationale pour la prévention des catastrophes. On sait qu'elles vont se multiplier avec le réchauffement climatique, plutôt le dérèglement climatique, donc des ouragans, des cyclones, des séismes, etc. Déjà, comment est-ce que la nature fait face à des catastrophes? La première chose, c'est qu'elle va les détecter en avance. On se rappelle en 2004, au Sri Lanka et en Thaïlande, les éléphants étaient très agités et cherchaient à s'enfuir avant l'arrivée de la vague. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très sensibles aux basses fréquences, environ 20 Hz, donc ils étaient capables de voir le cataclysme arriver. Il y a évidemment des techniques de solidarité. Avec combien de temps d'avance? Je ne sais pas exactement
exactement, mais plusieurs heures d'avance. Donc ils sont capables de sentir certaines ondes qui vont créer des basses fréquences. Donc ça leur permet vraiment de voir le danger arriver, ou plutôt d'entendre le danger arriver. Il y a des techniques de solidarité. Quand vous prenez des palmiers, par exemple, dans des zones tropicales, leurs racines sont entremêlées pour créer un maillage en fait, qui offre une meilleure prise sur la terre pour justement arriver à contrer les forces de vent. Donc il y a une multitude, en gros, de stratégies. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que, évidemment, j'ai l'habitude de le dire, la nature a l'habitude de vivre sous contrainte, mais aussi de réagir à ces contraintes-là et de maximiser en fait ce qui va se passer derrière. Donc j'ai un premier bel exemple, c'est le scarabée de feu noir. Le scarabée de feu noir, c'est un petit coléoptère qui ne pond que dans du bois brûlé. Pourquoi? Parce que les larves vont se nourrir de ce bois brûlé qui est une source de nourriture incomparable. Donc comment est-ce qu'il va détecter ce bois brûlé? En fait, il va détecter les feux de forêt. Il va attendre que le feu passe et puis après il va coloniser finalement le bois mort. C'est vraiment comme ça qu'il va fonctionner. Et il est équipé d'une multitude de petits capteurs infrarouges qui sont très sensibles à la longueur d'onde qui est caractéristique de l'émission d'infrarouge, donc la chaleur que dégage un feu de forêt. C'est 2,8, 3,5 micromètres environ. Et donc ça a inspiré des chercheurs allemands pour créer ce qui s'appelle le Beetlecopter. C'est un drone de détection de feux de forêt extrêmement sensible. Donc il est équipé de capteurs qui reproduisent la structure biologique des capteurs infrarouges sur la peau du scarabée pour arriver à repérer en fait de façon fine les départs de feux de forêt. Donc c'est vraiment très préventif. Donc là on est vraiment dans la prévention du feu de forêt inspiré par la nature. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des drones qui survolent des grandes forêts en quête d'un départ d'incendie. Exactement, un drone. Alors très rapide. Eux c'est vraiment un drone stationnaire. Le scarabée est capable de détecter le feu de forêt à plus de 16 km de distance, donc c'est vraiment très très loin. Donc eux ils imaginent en fait des drones stationnaires, voire des aérostats en fait, des ballons qui viennent au-dessus d'une certaine zone et qui sont capables en fait d'avoir un très grand rayon d'action à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde pour détecter ces feux de forêt de façon préventive et aller vraiment à la source du feu de façon très rapide. Après, au-delà de la prévention, vous avez effectivement aussi la réaction à une catastrophe. Donc le premier exemple, un très bel exemple, ça se passe dans les zones en fait qui ont été touchés par des cataclysmes qui ont vraiment fait effondrer tous les services, notamment l'accès à l'eau potable. Donc là, vous avez une équipe de chercheurs chinois de l'Académie des sciences chinoises qui a reproduit ce qu'on appelle en fait des micropics. C'est des structures que vous avez sur les épines des cactus. Le cactus va s'abreuver de l'humidité qui est très fine, il y a très peu d'humidité dans les zones arides, qui est présente dans l'air. Donc il va avoir sur ces pics des sortes de structures hydrophobes qui vont capter cette humidité-là et la faire déperler jusqu'au cactus pour qu'il s'abreuve. Et ça a inspiré des filtres à eau. Donc les Chinois ont créé des filtres à eau, ils s'appellent ça le filtre de Janus. Et ce filtre à eau-là est capable de capter en fait dans l'humidité environnante l'eau. Ça permet de créer une source d'eau potable extrêmement efficace dans des zones qui ont été touchées par des cataclysmes et qui ont plus accès à cette eau potable. Vous disiez qu'il y avait un deuxième exemple ? Le deuxième exemple est très bien, ça se passe au Japon, moi je l'aime beaucoup, c'est un de mes favoris. Les toiles d'araignée sont construites en cercle concentrique pour réussir à absorber et atténuer les vibrations auxquelles elles sont soumises. 1, les insectes qui se débattent, et 2, évidemment, le vent qui va venir faire entrer en résonance la toile d'araignée. Donc comment est-ce qu'on va faire pour atténuer ça? C'est ces cercles concentriques qui absorbent une large gamme de fréquences. Vous avez des chercheurs japonais à Ishikawa, c'est le centre d'expérimentation de la fusion nucléaire, qui ont reproduit la structure concentrique des toiles d'araignée avec une multitude en fait de câbles en fibre de carbone autour de leur bâtiment et sous leur réacteur ITR pour le protéger des ondes sismiques, donc pour protéger en fait tout le bâtiment et éviter qu'il entre en réaction quand il y a des séismes au Japon. Ça c'est totalement incroyable. C'est la structure en fait qui a été recopiée, mais pas le matériau. Non, pas le matériau. On n'a pas encore les technologies qui nous permettent de reproduire les protéines d'araignée à cette échelle-là. Donc c'est vraiment des fibres de carbone, mais disons que la structure concentrique et la façon dont la toile d'araignée va absorber certaines gammes de vibrations, ça nous permet d'absorber les vibrations dues au séisme. Donc c'est de la prévention inspirée de la nature. Merci beaucoup Sidney Rostand de Bioxygie. Merci à tous d'avoir suivi Smart Tech. J'espère que vous aurez apprécié ces nouvelles découvertes et réflexions sur le numérique. À suivre 4 jeunes pousses dans le Lab Startup. Et moi je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.